Salut. Alors aujourd'hui, on va parler des activités de PepsiCo. On va parler de PepsiCo de manière générale ici, mais en se basant surtout sur ces activités. Le but ici est de sortir de là en comprenant à peu près ce que l'entreprise fait et pourquoi elle fait cela. OK? Donc, la première question qu'on pose vraiment à une entreprise quand on veut l'évaluer, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Histoire de comprendre, voilà, si on a une idée générale du business en particulier. Parce que si on ne comprend pas ce qu'on fait, ce que l'entreprise fait, les chiffres ne servent strictement à rien du tout. Donc, j'ai pris l'exemple ici de PepsiCo. Vous connaissez les problèmes de PepsiCo. Vous les connaissez. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, nous en avons parlé, non seulement du point de vue au-delà des chiffres, rappelez-vous, je pense que j'ai fait une note d'analyse qui est celle-ci, où je parlais des problèmes de PepsiCo. Ça date de 2024, de manière générale. Je pense que ça, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Donc, je vais utiliser un prompt qui fait partie de la bibliothèque de base, techniquement. À l'heure où je tourne cette vidéo, le 2 du mois de juillet 2026, dans la bibliothèque de base, vous n'avez pas encore accès à ces prompts-là. Enfin, vous, là, techniquement, vous avez accès à plusieurs prompts qui répondent à cette question-là. Mais ici, c'est un seul qui pose plusieurs questions. Et ça de manière structurée. Donc, le prompt, c'est quoi? On va terminer avec l'analyse quantitative. Hein, ne vous inquiétez pas pour ceux que ça intéresse. Alors, ici, la première chose qu'on demande, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait? Donc, PepsiCo est un groupe mondial de boissons et d'aliments pratiques. Techniquement, quand un prompt, mes prompts sont en anglais. Donc, je préfère que ça, les réponses en anglais parce que les réponses en français sont souvent sujets à interprétation. Parce que quand on dit aliment pratique, c'est quoi aliment pratique? Vous pouvez lui poser la question, il va vous répondre. Techniquement, ce que je fais souvent, c'est je souligne ça et ça m'amène par exemple ici, c'est quoi aliment pratique par exemple? Voilà, on va faire ça hein, simple. Je vous montre que c'est en live. Okay? Je n'ai rien préparé ni quoi que ce soit. Parce que si moi je m'interroge par rapport à un terme, je viens ici et je regarde ceci. Les aliments pratiques sont des produits rapides à préparer qui se conservent longtemps. OK. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez des chips, voilà, des trucs comme ça, voilà, ce genre d'éléments. Parce que cette entreprise, je sais qu'elle vend des snacks. Et si vous mettez aliments pratiques PepsiCo, OK, boum, qu'est-ce qu'on a? L'entreprise spécialisée dans les aliments de boissons pratiques, donc les croustilles, collations, céréales, etc. Donc vous avez une idée générale. C'est comme ça que je fais généralement pour savoir c'est quoi précisément quand je ne comprends pas un terme. Ok, vous pouvez faire la même chose. Donc le modèle repose sur un portefeuille de marques, enfin le portefeuille de marques puissantes. Pareil que les marques sont puissantes. Vous ne savez pas si c'est puissant ou pas. Ok, donc faites attention aux termes. Donc Pepsi, Lay's, Doritos, Gatorade, Quaker, Cheetos, Tropicana. Qu'est-ce qui fait d'elle? Qu'est-ce qui fait de ces marques-là des marques puissantes? Peut-être que c'est le chiffre d'affaires, ou bien ce sont les marges. Attention. Donc, les marques en question sont distribuées via un réseau logistique propre, et les termes sont importants ici. Ça veut dire que le réseau logistique lui appartient, et ce réseau-là s'appelle DSD, Direct Store Delivery, qui permet à PepsiCo de livrer directement ses produits dans les magasins, de gérer les linéaires et de réagir vite aux ruptures de stock. Donc, ce réseau est un avantage structurel difficile à répliquer pour un nouvel entrant. Si tu vois ce genre de phrase, tu dis, mais pourquoi? Peut-être que si toi, je cite, demain, tu lances une marque de jus, disons une marque d'eau, voilà, simple. L'eau de ton robinet, etc., tu mets ça en bouteille, tu colles une marque dessus, tu mets ton nom. Bah, tu penses que est-ce que tu as la possibilité de distribuer dans tous les magasins de France ou bien dans tous les magasins de Belgique, dans tous les magasins de Canada, en un claquement de doigts? Non, parce que tu n'as pas le réseau logistique. Tu vas mettre tes boîtes d'eau, tes bouteilles d'eau dans ta voiture et aller livrer. Tu vois que ça prend beaucoup de temps, n'est-ce pas? Alors que PepsiCo, si tu as un partenariat avec cette compagnie-là, tu peux être dans tous les rayons en un claquement de doigts. Et ça, c'est un avantage inestimable. C'est son avantage concurrentiel le plus important. Je vous le dis déjà dès le début. C'est pour ça que si vous comparez une marque lambda avec PepsiCo, faites attention. Si elle n'a pas le réseau de distribution, ça reste juste une marque. C'est l'élément le plus important dans PepsiCo. Et là, on n'est même pas encore sur un prompt qui parle de l'avantage concurrentiel. Mais il vous donne déjà des indices. Maintenant. Alors, je sais également que vous n'allez pas comprendre c'est quoi gérer les linéaires. Qu'est-ce que ça signifie dans ce jargon-là? Peut-être que pour ceux qui sont dans le domaine, vous allez vite comprendre, mais nous ne sommes pas dans le domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Gérer les linéaires ici, c'est dans le marché ou le merchandising, c'est consiste à placer les produits sur les étagères pour les vendre plus vite. Qui fait ça? Pour ceux qui sont au Canada
aux États-Unis, vous savez que quand vous allez dans les supermarchés, est-ce que vous savez que ce ne sont pas les commis de magasins, ou bien les employés de magasins qui mettent les produits PepsiCo dans les étagères? Vous ne saviez pas? Maintenant, laissez-moi vous donner une information. C'est comme ça. Dans tous les magasins, ce sont les commis de PepsiCo qui mettent les éléments dans les étagères. Donc, vous imaginez la force, la main-d'œuvre qu'il faut pour ça, pour ceux qui sont derrière au Canada. C'est souvent ici un travail ici, disons, supplément, enfin, un second job pour ceux, un peu comme Uber ou ce genre de choses-là. Et je connais, j'ai des amis qui font ça. Et c'est même eux qui m'ont aidé à mieux comprendre le réseau logistique. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce que PepsiCo a besoin d'embaucher des gens pour aller mettre ces chips dans les rayons? Pourquoi est-ce que les commis de magasins ne peuvent pas le faire? C'est une question à laquelle je n'ai pas encore pu répondre en date d'aujourd'hui. Peut-être parce que techniquement, les commis n'ont pas le temps de le faire et que pour avoir les meilleures places, tu vas peut-être dire à quelqu'un, parce que tu vas peut-être demander, tu vas peut-être dire au magasin, en plus, tu sais quoi, si tu me donnes une bonne place, je ramène mon personnel pour mettre les éléments dans les rayons. Ah oui, parce que dites-vous que dans le secteur de la grande distribution, ça consomme énormément de personnel. Donc, ce réseau de distribution-là, c'est la clé pour comprendre cette compagnie. Je dirais même que si tu veux analyser PepsiCo, passe du temps à essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Bref, l'entreprise opère désormais et on n'est que sur un prompt qui présente l'entreprise. Et c'est un prompt de base. C'est même pas un prompt premium. Donc, l'entreprise opère désormais en 6 segments. Donc, vous avez les différents segments d'activité, etc. C'est important, les différents segments, parce que nous pouvons vendre des boissons. Mais si je vends de la bière, je vends du jus, je vends du lait, c'est 3 marchés différents. Hein. Ce sont des liquides, mais c'est 3 marchés différents qui se comportent peut-être de différentes façons. Donc, faites attention. La segmentation au niveau des divisions ici est très importante. Donc, vous avez à peu près ça c'est du blabla, etc. Voilà, et vous remarquez également qu'ils ont changé la segmentation au premier trimestre 2025. Peut-être que ce n'est pas important pour vous, mais quand une entreprise change sa façon de présenter les segments, demandez-vous toujours pourquoi. Peut-être que c'est pour cacher quelque chose. Je ne dis pas que c'est le cas de PepsiCo, mais quand vous le remarquez, faites très attention. Ce n'est pas fait juste parce qu'on a découvert que non, on présentait mal. Non. Parfois, c'est pour cacher des éléments. Donc, dites-vous que si on vous dit maintenant que non, avant, on présentait le segment Amérique du Nord avec on présentait le segment Canada et le segment États-Unis. Maintenant, on va présenter le segment Amérique du Nord tous ensemble. Or, si Canada ralentit, tu ne sais pas. C'est dans Amérique du Nord. Alors qu'avant, on pouvait voir. Peut-être qu'ils ont mis ça ensemble parce que Canada va avoir tendance ici, Canada allait avoir tendance à décevoir. Et donc, pour cacher cela, on met ça dans Amérique du Nord. Donc, faites attention. Ce n'est pas un truc à négliger. Ensuite, je continue, 3e paragraphe. En 2026, PepsiCo traverse une période de tension commerciale. On pense qu'on l'a expliqué dans le prompt, dans la vidéo de 2024. Face à une pression concurrentielle et une érosion des volumes après plusieurs années de hausse des prix agressive, l'entreprise a annoncé début 2026, avant le Super Bowl, le dernier Super Bowl ici, une baisse des prix pouvant aller jusqu'à 15% sur ses collations et boissons pour reconquérir les consommateurs sensibles au prix. Donc, une décision qui a fait suite à un accord avec ici l'investisseur activiste Elliott Investment Management visant à réduire de 20% la gamme de produits aux États-Unis. Alors, grosso modo, je vais vous faire ça simple. Hein. PepsiCo, pendant la pandémie, a découvert qu'elle avait a abusé de son pricing power. Même pas découvert, elle a abusé de son pricing power. Pendant la pandémie, les gens ne travaillaient pas, mais ils recevaient un salaire, etc. Donc, ils avaient assez d'argent, les réserves, etc. Mais après la pandémie, on est un peu revenu à la normale, n'est-ce pas? Donc, au lieu de rester à la maison grignoter, etc., on a peut-être décidé de voyager. Donc, vous pouvez voir que les marges brutes se sont effondrées de 55. On a touché le fond à 53. Là, on remonte un tout petit peu à 54. Vous allez vous dire, mais ce n'est pas beaucoup, etc. Mais ça a un impact. Ça a un impact sur le business. OK? Vous pouvez le voir avec les marges EBITDA. Ensuite, il y a un élément qu'il ne faut pas négliger. L'avènement ici du nouveau gouvernement américain, l'administration Trump, vous savez qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les tickets, les tickets de repas, etc., qu'on donne souvent aux personnes ici, à la population la plus pauvre. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent acheter, je ne sais pas moi, des pâtes, du riz, ce genre de choses-là. Mais maintenant,
il y a des règles. Ils ne peuvent pas acheter des produits qui ne sont pas bons pour la santé. Un peu comme du soda, un peu comme des snacks. Ça fait quoi? Ça a un impact sur le chiffre d'affaires. En plus de ça, vous avez le GLP-1. Je n'en parlais pas, je ne vais pas rajouter plus d'éléments que ça. En supplément de ça, l'administration américaine a imposé des restrictions par rapport à certains composants dans les produits. Certains colorants qui sont peut-être nocifs pour la santé, etc. Il faut changer la formule, donc il va peut-être falloir utiliser quelque chose qui coûte plus cher. Bref, il y a eu un ensemble de changements en très peu de temps. Oui, c'est documenté, c'est là. Je n'ai pas fait une vidéo dans ce sens-là, mais je sais que j'en avais parlé dans un live, voilà, comme d'habitude. Donc, je continue ici, et on n'est que sur la présentation. Donc, ils vous racontent à peu près les problèmes actuels de cette compagnie, qu'est-ce qu'elle a eu tendance à faire, et à peu près le management ici, qu'est-ce qu'ils ont fait, et ça a donné quoi comme résultat. Donc, ils ont baissé les prix, les volumes ont augmenté, et c'était très très bien. Donc, les résultats du premier trimestre 2026 montrent que cette stratégie de réduction des prix a produit une accélération des ventes et une amélioration des volumes organiques dans les aliments pratiques. Je n'ai même pas encore, donc au niveau des snacks, je n'ai même pas encore lu les rapports financiers, écouté les conférences calls. Mais il y a de fortes chances que ça, ce soit vrai. Et on connaît la raison. Bref, on continue. Maintenant, le profil des clients. Pourquoi est-ce que c'est important? Quand on analyse une entreprise, on l'analyse par rapport à ses fournisseurs, par rapport à ses clients, ok, par rapport à ses concurrents, et par rapport à elle-même sur le plan opérationnel. Donc ici, on sait que les clients sont de la grande distribution. Donc si vous entendez qu'il y a une faillite dans la grande distribution, quand on regarde les clients de cette compagnie, on veut savoir qui sont les plus gros clients. Donc, on dit ici que le plus gros client individuel, Walmart et ses filiales, dont Sam's Club, qui ressemble, c'est un peu un Costco, okay, représentait à lui seul 14% du chiffre d'affaires consolidé en 2025, ce qui constitue une concentration client notable pour le segment PFNA et PBNA. Donc, vous pouvez voir ici, c'est quoi PFNA ici à ce niveau. Voilà, c'est PepsiCo Beverage North America et PepsiCo Food North America. Donc, Walmart, c'est l'un de nos plus gros clients. Ça veut dire que si Walmart décide aujourd'hui de couper les ponts avec PepsiCo, ça peut faire mal. Bon, ils n'ont pas intérêt également à le faire parce que ça rapporte. Voilà, PepsiCo rapporte du monde également. Il y a des gens qui achètent des produits parce que c'est la marque Lay's ou bien parce que c'est du soda Pepsi. OK? Donc, ça sont les premiers clients. Les deuxièmes, ce sont les embouteilleurs franchisés et indépendants qui achètent le concentré de boissons et assurent la production et distribution locale dans de nombreux marchés internationaux. Donc, à l'international, on a des franchises. Oui, c'est PepsiCo, mais Pepsi ne vend que, pour les embouteilleurs d'ailleurs, ils ne vendent que quoi? Du concentré. C'est un peu un modèle comme Coca-Cola. Donc, techniquement, on va se dire que sans Pepsi, ils ne sont rien du tout. Okay? Donc, celui-là, il fonctionne peut-être différemment. Mais ils ne prennent pas énormément de risques parce que la distribution également est locale à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que les franchisés en question doivent avoir un réseau logistique très important pour faire du business avec PepsiCo. Et donc, si ils ne remplissent plus les conditions, peut-être PepsiCo pourrait se retirer. Je le dis comme ça, je n'ai pas dit que je savais quoi que ce soit. Ensuite, vous avez des distributeurs et détaillants indépendants, e-commerce et circuits hors domicile, restaurants, etc. Ça, voilà à peu près les 3 types de clients de PepsiCo. Donc, on peut voir ici que la concentration du risque est à ce niveau. C'est juste un constat. OK? Donc, si on apprend que Walmart a fait faillite, on sait que PepsiCo peut avoir tendance à souffrir. Si on apprend que Walmart a des problèmes financiers, etc., on sait que ça peut avoir un impact sur PepsiCo. Ça, c'est une information importante à prendre en considération. Ça nous permet de mieux apprécier le risque plus tard. Maintenant, le chiffre d'affaires, etc., bon, c'est du blabla, vous connaissez. La géographie d'opération également est importante. Pourquoi? Parce que quand on va regarder la taille du marché de cette compagnie, OK? Premièrement, vu qu'elle vend des snacks et de la boisson, c'est 2 marchés différents. OK? C'est 2 marchés qui se comportent différemment. Si elle vend du soda et que les gouvernements sont de plus en plus enclins ici à taper sur des marques de soda pour réduire le taux de sucre, ce genre de choses-là, ou bien la consommation de soda diminue, ça peut avoir un impact à long terme, ce genre de business-là. Peut-être ici, PepsiCo gagnerait à vendre de plus en plus de produits santé, ce genre de choses. Bref, il faut regarder sur le plan, quand on regarde la segmentation des produits, déjà, on analyse. Et au niveau de la géographie, ça nous permet également de poser une question concernant la taille du marché. Parce que le marché aux États-Unis est peut-être saturé. Le marché hors des États-Unis n'est peut-être pas saturé. Quelle est la taille du marché aux États-Unis? Quelle est la taille du marché à l'international par rapport aux pays où ils sont présents? OK? S'ils ne sont pas présents en Chine, on ne va pas inclure la taille du marché de la Chine. C'est peut-être une option supplémentaire. Donc, on dit ici que la diversification géographique limite
en partie le risque du pays isolé, mais l'exposition au change reste significative. En 2025, la dépréciation du peso mexicain et de la livre turque a pesé négativement sur le chiffre d'affaires, partiellement compensé par l'appréciation du rouble russe. Bon, maintenant, avec tout ce qui se passe en Russie, est-ce qu'ils sont encore présents pour longtemps ou bien ils vont avoir tendance à partir? Qu'est-ce que ça représente globalement en termes de chiffre d'affaires? Bref, ça vous permet d'apprécier sur le plan géopolitique comment est-ce qu'une entreprise pourrait être impactée. Si on entend qu'il y a un problème, disons, au Mexique, alors que le Mexique représente 15% du chiffre d'affaires, admettons que le Mexique banne littéralement ici l'importation ou bien l'exportation des produits, l'importation des produits PepsiCo, ça peut être problématique. Bref, tous ces éléments-là nous permettent déjà d'apprécier le risque. Ce ne sont pas juste des questions qu'on va regarder comme ça. Ensuite, on regarde la qualité de l'activité. Globalement, il va vous dire la prévisibilité du chiffre d'affaires. Il vous dit que c'est prévisible. Boissons, aliments, pratiques sont des produits de consommation courante, rachats répétés avec des marques leaders sur leur catégorie depuis des décennies. Attention, le premier niveau pour pouvoir identifier cela, c'est le maintien des marges. Parce que si les marges ne suivent pas, tout ça, c'est du blabla. Donc, c'est bien, mais on va aller constater nous-mêmes. OK ? On prend ici, on dézoome. On a des marges brutes qui sont, disons, plutôt stables. Des marges EBITDA, on sait également ici que, à part la pression de 2023 ici, on est revenu à quelque chose moyen par rapport à ce qu'on a connu sur les 13 dernières années. Donc, c'est plutôt correct de manière générale. Donc, on peut se dire qu'il y a peut-être un pricing power. OK ? Alors, on continue, enfin, pas pricing power, mais attention, on dit ici la récurrence, la prévisibilité, ça veut dire c'est au niveau du chiffre d'affaires. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est ici, c'est plutôt au niveau du chiffre d'affaires. Maintenant, on peut avec prévision, on achète de plus en plus consommation courante, mais peut-être qu'on vend de moins en moins cher, et donc on perd peut-être le pricing power. L'entreprise peut-elle augmenter les prix? Et là, vous voyez que c'est parfois. PepsiCo a démontré un pouvoir de fixation des prix réels pendant la période inflationniste de 2021 à 2024. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais ce pouvoir a atteint ses limites en 2025 et 2026. L'entreprise a dû procéder à des baisses des prix pouvant atteindre 15% depuis 2026 pour relancer les volumes sous la pression d'un investisseur activiste. Donc, on l'avait déjà tantôt mentionné plus haut. Et je vous dis souvent, quand une entreprise augmente les prix, si les volumes diminuent, c'est un problème. Si elle augmente les prix et que les volumes restent stables, c'est correct. Si elle augmente les prix et que les volumes augmentent, c'est correct. Donc, faites attention au volume. Ensuite, quelle est la résistance de l'entreprise en période de récession? Elle est plutôt solide. Pourquoi? Les boissons et snacks sont des achats à faible montant unitaire ici et à forte fréquence, donc une catégorie historiquement peu discrétionnaire, même en période de ralentissement économique. Consommer des chips, boire de l'eau, boire du soda, ce genre de choses-là. Donc, on va se dire qu'on est plutôt d'accord. Quelle est sa position concurrentielle? Ici, on marque qu'elle est dominante. Pourquoi? PepsiCo détient un portefeuille de marques parmi les plus reconnus au monde, dans les catégories de boissons et de snacks salés, avec un réseau de distribution directe en magasin. Donc ça, comme je l'ai dit, il revient encore une deuxième fois, c'est très important, qui constitue une barrière à l'entrée structurelle. Ce n'est même pas conjoncturel, c'est structurel. Donc pour concurrencer PepsiCo, il faut déjà avoir à peu près le même réseau de distribution que PepsiCo. Et pour avoir ce réseau de distribution, il te faut des milliards, des dizaines de milliards littéralement. Donc cette position dominante n'élimine cependant pas la pression concurrentielle actuelle, comme le montre la nécessité de baisser les prix face à Coca-Cola dans les boissons et aux marques distributeurs dans les snacks. Parce que Coca-Cola, PepsiCo, c'est deux business. On a la partie beverage, d'accord, non alcoolique, beverage sans alcool, et on a la partie snack. Et dans la partie snack, on est en concurrence avec qui? Peut-être qu'on est en concurrence avec les Nestlé. Peut-être qu'on est en concurrence avec les Mars. Ce genre de choses-là. Donc, quand vous allez avoir tendance à identifier les concurrents de cette compagnie, faites bien attention de ne pas uniquement mettre les vendeurs de boissons non alcoolisées. Prenez également les vendeurs de snacks. D'accord? Parce que Coca-Cola fait ces deux types de secteurs d'activité qui se comportent peut-être différemment. Ensuite, vous avez les éléments financiers complémentaires. Bref, globalement ici, quand on sort de là, est-ce qu'on comprend mieux Coca-Cola ou bien moins Coca-Cola? Vous savez ce que l'entreprise fait. Vous savez à peu près comment est-ce que c'est segmenté ici. Quelle est la géographie d'opération de manière générale? Vous savez également, est-ce qu'elle a la possibilité d'augmenter les prix? Est-ce que c'est un business qui pourrait ne pas souffrir en période de récession? Est-ce que c'est un business qui a une position concurrentielle intéressante? Et pourquoi est-ce que la position concurrentielle peut être intéressante ici? Est-ce que c'est un business qui a un chiffre d'affaires prévisible? Vous avez toutes les informations. Maintenant, en commentaire, vous pouvez me dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Parce que le débat est toujours ouvert. Bref, ce prompt-là vous permet d'avoir une idée générale sur le business. Et c'est un prompt de base. OK? Donc,
Une fois qu'on comprend ce que l'entreprise fait, on a une idée générale de ce qu'on a pu. C'est un vendeur de boissons et de snacks, localisé principalement en Amérique du Nord et à l'international, principalement aux États-Unis, dont les États-Unis se sont marché de prédilection, s'il faut juste prendre un pays. Donc, si les États-Unis disparaissent demain de la carte, PepsiCo, c'est problématique. OK? Donc, maintenant, en termes de valorisation ici, ce qu'on va faire, on prend PepsiCo, comme ça, et je le mets sur un graphique. On fait simple. Combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre d'entreprise? Il va s'échanger entre 20 et 15 fois les bénéfices. Si je suis même méchant, je prends 15 fois les cash flows ici pour une entreprise comme PepsiCo. OK? Sur les cash flows sont assez prévisibles, 90% du temps, ils ont raison ici. Donc, on peut remarquer, est-ce que les cash flows en question ont eu tendance à fluctuer sur les derniers mois? Une variation moyenne de 1% par là. Donc, c'est assez solide. Donc, si je prends les cash flows ici, je les mets à 15, ça donne à peu près aux alentours de 188 $. 188 $ américains moins la dette nette actuelle. 188 $ américains moins la dette nette. On met ça ici. Ça donne à peu près 30. Donc, ça donne à peu près 188 moins 30. Ça fait 158. Donc, 160 $ à l'action. On se dira que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Maintenant, pour moi, l'entreprise est OK, elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Si vous la prenez à 20 fois les bénéfices, vous êtes on va sensiblement rester à ces niveaux de prix-là. Maintenant, à vous de voir si ce prix-là vous intéresse ou pas du tout. Ça, c'est votre affaire. Le dividende, en même temps, il est safe parce que si on vous revient la totalité des bénéfices en dividende, vous avez du presque 6% en date d'aujourd'hui, alors que l'entreprise peut distribuer du 4%. Donc, la capacité de croissance est encore là. Donc, pour moi, je dirais que c'est une entreprise qui est intéressante pour ceux qui recherchent un dividende, mais pas quand je dis intéressant pour ceux qui recherchent un dividende, maintenant pour le reste, vous faites ce que vous voulez. OK? Donc, on peut mettre ici PepsiCo dans la watchlist. On va sur PepsiCo. Notre dernière mise à jour ici de PepsiCo, je pense qu'on était à 100. Aujourd'hui, c'est 158, c'est ça? Ouais, c'est ça, 158. 58 $. Parfait. Et je mets la date d'aujourd'hui. Bim, badaboum. Et je prends ici X15 cash from operation de 2028. Comme je l'ai dit, ceux qui ont accès à la bibliothèque de base, même à la bibliothèque premium, je vous donnerai accès à la watchlist. Enfin, c'est ma watchlist à moi, donc je fais ce que je veux dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez la récupérer ou pas du tout. OK? Donc, merci à vous. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Donc, PepsiCo, c'était juste une analyse quantitative, hein, et on est passé ici par un prompt qui nous permet de déterminer si l'entreprise mérite notre attention ou non. Si on arrive à comprendre ce que l'entreprise fait, comment est-ce qu'elle le fait, avec qui est-ce qu'elle le fait, qui sont ses clients, où est-ce qu'elle distribue, etc. OK? Donc, pour ceux qui ont accès à ce prompt-là dans les jours à venir, vous pourrez l'utiliser dans ce sens. Et encore, vous pouvez converser même avec le prompt de manière générale. En tout cas, si vous avez des questions, on se voit dans le groupe School. Et merci à tous ceux qui nous permettent ici de gagner du temps par rapport à notre projet qui est essentiellement financé par la bibliothèque de prompt premium ainsi que la bibliothèque de prompt de base. Présentement, nous sommes encore au palier de 13%. On a déjà presque dépassé ce palier-là. Et presque dépassé. Hein. Donc voilà, dans quelques jours ici, on va peut-être atteindre le 14%. Et nous comptons sur vous pour arriver au 100% le plus rapidement possible parce que la finalité ici, ça sera l'amélioration du contenu et un contenu que vous allez avoir tendance à regarder. Et vous obtenez quelque chose aujourd'hui qui vous permet de faire quoi? Gagner du temps en posant les bonnes questions de manière structurée. Parce qu'il y a un élément ici sur l'IA qui ne raconte pas souvent. En bas de page, qu'est-ce qu'il dit? Si je viens plutôt là, il va vous dire ici que Claude est une IA et peut faire des erreurs. Veuillez vérifier les sources citées. Donc, quand on pose les questions avec un prompt, on le calibre de manière, adéquate afin d'avoir le moins d'erreurs possible pour maximiser ici la véracité des informations. Vous avez peut-être vu ici que dans je mets inférence. Vous voyez, quand ça te met inférence ici, il vous dit que ça, à ce qui va suivre à partir de ce niveau, ce sont ses propres déductions en se basant sur le communiqué trimestriel, sur les communiqués trimestriels. Je pourrais même lui demander lesquels en tant que communiqué trimestriel. Donc ici, tout ce qui va suivre jusqu'au prochain point, c'est lui qui les a inventés. Il ne les a pas trouvés quelque part, mais il ne les a pas inventés en se basant sur rien du tout, mais en prenant en considération ces différents éléments. Ce qui nous permet de savoir où est-ce que ça a été pris. Okay? Et à la fin, il vous fournit toutes ces sources d'informations afin que vous-même, vous puissiez aller vérifier. Voici les sources. Vous pouvez aller vérifier point par point. Et vous pouvez lui demander d'inclure les sources à chaque fois qu'il vous cite
à chaque fois qu'il affirme un élément, d'inclure le lien de la source à la suite. Comme ça, vous pouvez aller vérifier avec les mots-clés. C'est comme ça qu'on arrive à questionner un prompt. OK? On ne prend juste pas la réponse comme ça parce que notre rôle, c'est de vérifier l'information. Nous sommes des enquêteurs. OK? Bref, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci à vous.